Bonjour, il est 2h30 pile, et donc nous pouvons commencer. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tout le monde. Soyez les bienvenus à notre journée fiscalité et développement. Aujourd'hui, nous allons parler de la fiscalité des industries extractives. Il est mon grand plaisir de présenter ce sujet, les ressources naturelles et leur fiscalité. Il est une grande honneur de présenter ces sujets à côté de mes collègues Emmanuel et Jacouba, de l'Équateur et de la Guinée respectivement. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Aléa Redhill. Je travaille dans le groupe de travail sur les ressources naturelles et fiscalité du Forum intergouvernemental sur les activités minières. Si vous ne connaissez pas l'IGF, nous sommes une organisation basée au Canada et nous travaillons avec 18 pays riches en ressources pour qu'ils puissent développer leur activité minière d'une façon durable. Il est très important de parler de ce sujet aujourd'hui. Je suis ravie d'être là et j'ai hâte de voir le déroulement de nos discussions. Merci beaucoup, Ale. Je vais brièvement vous présenter la structure de notre session d'aujourd'hui. Nous allons introduire le sujet. Ensuite, on va parler de BEPS dans les programmes minières. Nous allons décrire les activités que nous avons effectuées dans le contexte du programme. Ensuite, nous allons entendre l'expérience des deux participants de notre programme de travail approfondi Deep Dive. Ensuite, nous allons parler du partenariat entre l'OCDE et l'IGF. Et finalement, nous aurons une petite séance questions-réponses. Dans cette diapositive, vous voyez pourquoi nous travaillons avec les pays riches en ressources et pourquoi nous nous concentrons sur les défis posés par les activités extractives. Il y a certaines raisons pour aborder ces sujets. Tout d'abord, les revenus sont limités à cause de plusieurs situations. Parfois, les revenus ne sont pas à la hauteur des attentes. Nous avons largement de BEPS à cause des prix mal définis, la dette, ainsi que des accords à l'étranger, des accords de marketing, ainsi que de services et de gestion. Ensuite, nous avons des incitations fiscales et pauvrement élaborées, ainsi qu'un manque de stabilité fiscale, un manque de ressources humaines et financières, ainsi qu'une gouvernance faible. L'activité minière se traduit dans une recette fiscale assez basse à cause du fait que les ressources sont limitées, mais les politiques en place n'arrivent pas à se traduire dans une recette utile pour les pays. Et voilà pourquoi l'OCDE et l'IGF travaillent pour aborder ces sujets. Ici, je voudrais mettre en exergue quelques données sur les ratios impôts et PIB de certains pays riches en ressources.
En 2020, et voilà quelques chiffres pour le ratio impôt-PIB. Nous avons des données sur les pays développés appartenant à l'OCDE et riches en ressources, ainsi que des pays en développement. Nous avons des pays tels que la Chine et l'Australie qui ont réussi à prélever des impôts au-dessus de la moyenne d'autres pays. Mais après, nous avons d'autres pays tels que la RDC ainsi que la Guinée qui reste largement au-dessous de la moyenne en termes de prélèvement de revenus associés à l'activité minière. Dans cette diapositive, vous pouvez voir l'intensité de l'activité extractive dans chaque économie. Vous voyez le revenu net provenant des ressources naturelles comme pourcentage du PIB. Ces données proviennent largement de la Banque mondiale et vous voyez qu'il y a des pays tels que Papouasie-Nouvelle-Guinée, ainsi que la Mongolie ou la RDC, où l'activité minière a un énorme poids dans leur économie. Alors que pour des pays tels que le Canada, le poids de cette activité n'est que de 1,5% du PIB. Nous pouvons conclure que dans ces pays, l'activité minière est extrêmement importante pour l'économie. Aujourd'hui, il faut travailler dans la transition écologique ainsi que aborder la demande croissante de certains minéraux critiques. Alors, si les pays veut transitionner vers le zéro émission net, il faut développer des technologies vertes qui garantissent un futur zéro émission. Donc, vous voyez à votre droite les minéraux essentiels pour développer ces technologies. Cela veut dire qu'il y aura une énorme demande pour ces matériaux dans la mesure qu'ils sont indispensables pour le développement technologique de la transition énergétique. Alors, par exemple, nous avons le cas de la RDC qui est le plus grand producteur de cobalt. Donc, si la RDC veut bien saisir tous les avantages de ces minéraux, il faut qu'il y ait une bonne politique fiscale en place. Donc, nous avons un programme focalisé sur les activités minières et BEPS. Ce programme est fondé sur les meilleures pratiques à niveau international ainsi que d'autres politiques et guides pratiques de l'OCDE. Le BEPS, dans le programme minier, c'est un programme triaxial focalisé dans le fournissement d'assistance technique dans 3 sujets. Vous m'entendez bien? J'ai pensé qu'il y avait un souci technique, mais pas de souci. Donc, le programme minier du BEPS est fondé sur 3 axes. Et ce que nous avons repéré, c'est que le programme doit être en évolution et continue au fur et à mesure que d'autres pays s'unissent au programme. Donc, nous offrons ces programmes avec la solution reposant sur 2 piliers en tête.
Et pour vous expliquer davantage, le programme tourne autour de mécanismes de protection et pour les économies riches et en ressources. Alors, nous offrons des sessions de développement des compétences ou des sessions de formation et qui puissent être favorables pour ce pays. Ici, dans ce graphique, vous voyez la structure du programme sur les activités minières et les BEPS. Et vous voyez nos partenaires centraux ainsi que nos partenaires régionaux. Ces partenaires sont les plus compétents pour partager l'expérience de leurs membres. Et ils participent également dans nos programmes de développement des capacités. Ici, vous voyez également comment notre partenariat est fondé sur notre collaboration avec l'IGF, vu leur expérience dans le secteur privé, et ils participent activement au développement de notre programme. Ils sont extrêmement actifs dans le développement des compétences également. Alors, avec cette architecture, nous pouvons fournir un programme de développement de compétences robustes et nous arrivons à offrir les programmes de travail approfondi que l'on appelle le Deep Dive, ainsi que des guides pratiques. Alors, les programmes Deep Dive, c'est un programme de sur-mesure qui cherche à soutenir les pays en développement riches et en ressources. Tout d'abord, il faut comprendre le contexte du pays et leur réalité pour savoir quelles ressources mobiliser dans les pays. Les contextes varient d'un pays à l'autre et il y a des sujets spécifiques à traiter à chaque fois. Il faut bien comprendre les ressources qu'ils possèdent et quels sont leurs défis. Donc, tout d'abord, nous examinons le cadre juridique ainsi que leur politique fiscale. Nous fournissons des sessions de formation sur mesure dans les contextes du Deep Dive. Et ensuite, s'ils ont besoin des sessions de formation spécifiques, par exemple, comment fixer un prix pour l'or ou pour le cobalt, comment développer une politique fiscale à ce sujet, on peut fournir notre soutien. Nous examinons également les pressions auxquelles ils sont soumis. Et nous travaillons également dans la vérification et la mise en place. Nous avons le soutien des experts du IISF qui travaillent également dans les programmes des inspecteurs des impôts. Nous travaillons avec plusieurs autorités à la fois. Nous travaillons avec l'autorité fiscale, le ministère des Mines ou le ministère de l'Énergie, ainsi que le ministère de la Finance, etc. La participation de plusieurs autorités est indispensable pour la réussite du programme. Ici, vous pouvez voir 5 exemples
des deep dives bien réussis. Ici, vous voyez les cas de la Mongolie, de la Guinée et d'autres pays. Nous avons également un programme de formation régionale. Ce programme est offert à côté de l'IGF et des partenaires régionaux. Chaque année, nous avons vu une hausse dans l'intérêt pour ce programme. Nous voyons que les pays sont assez intéressés par notre assistance sur mesure. Donc, nous offrons tout d'abord un cours de 8 unités qui recouvre par exemple la solution reposant sur des piliers et la réalité et les enjeux pour les activités extractives. Et nous pouvons modeler la formation en fonction de la réalité de chaque pays. En Afrique, nous avons offert cette formation en 2022 et toutes les unités thématiques étaient offertes. Nous avons eu des participants de 28 pays. Et nous avons eu entre 147 et 150 participants en moyenne. Ceci était assez important pour ces sessions. Nous avons eu en Amérique latine et les Caraïbes 7 modules qui étaient complètes et qui ont déjà été complétés avec une participation de 200 personnes en moyenne. Et dans ainsi, nous travaillons indépendamment avec l'ADB pour offrir ou pour fournir cette formation en mai 2023 à côté des officiers du gouvernement de 11 pays différents. Il y aura également la possibilité de participer en distanciel si jamais il y a des participants qui ne peuvent pas participer sur place. En 2022, nous avons par ailleurs offert des sessions de formation en présentiel et sur mesure dans le cadre de notre partenariat avec l'IGF et WATAF. Nous avons abordé le sujet des risques de BEPS dans le secteur minier. Et donc, du fait que nous avons organisé autant de formations l'année dernière, nous pouvons voir comment ce sujet est assez important dans plusieurs juridictions. Finalement, et également en lien avec les risques des BEPS, nous avons publié des guides pratiques sur les risques de BEPS et leur impact dans les pays en développement riches en ressources. Nous avons plusieurs publications au sujet de la tarification des minéraux ainsi que des transferts indirects opérés à l'étranger. À présent, l'OCDE et l'IGF travaillent dans le développement d'autres notes guides. Tout d'abord, une boîte à outils sur la tarification des minéraux parce que nous comprenons que la définition
du prix des minéraux peut être difficile pour certains pays en développement. Donc, nous voulons contribuer au développement économique de ces pays, mais d'une façon assez pratique et significative pour que les pays réussissent à fixer un prix, mener les transactions nécessaires et qu'ils arrivent à bien définir les prix de pleine concurrence pour leurs minéraux. Il faut bien comprendre la dynamique de l'offre et de la demande pour certains minéraux avant de définir les prix des ventes. Donc, il faut bien comprendre les facteurs qui ont un impact sur la définition du prix. Donc, voilà quelques sujets que nous sommes en train de développer dans notre boîte à outils. Et nous avons développé également des chronogrammes pour des minéraux spécifiques. Nous travaillons aussi avec d'autres boîtes à outils qui nous aident à complémenter le travail et la collaboration sur l'imposition. Donc, voilà, donc un petit bilan de mon côté sur le PEPS, mais nous allons entendre l'expérience des participants qui ont participé dans des formations. Donc, ils vont partager avec nous leurs réflexions et leur expérience. Nous allons commencer avec Monsieur Emmanuel du ministère des Mines. Emmanuel, vous êtes là? Oui, merci Emmanuel, on vous entend très bien. Allez-y. Très bien, donc bonjour, bon après-midi tout le monde. Merci de me donner la parole dans cette session pour partager avec l'audience la collaboration que nous avons avec vous. Je me présente, je suis Emmanuel Delonne, directeur de l'information et de la transparence des activités minières au ministère des Mines à l'Équateur. Cela fait 6 ans que je travaille au ministère, donc j'ai pu directement voir la collaboration que nous avons avec vous, l'OCDE. Pour vous montrer l'importance du travail que nous faisons avec vous, je vais commencer avec le contexte. En Équateur, le secteur minier est en train de se développer, de s'élargir énormément, surtout depuis l'année 2019. En 2019, nous avons rentré l'époque minière à grande échelle. Donc, nous avons 2 mines qui se sont développées en 2019 à grande échelle, ce qui a eu un impact positif quant au prélèvement des impôts, l'emploi. Nous avons dynamisé les économies locales, nous avons eu plus de production, entre autres bénéfices par ces 2 mines. Approximativement 10% du territoire est exploré et nous avons quand même trouvé des potentiels dans l'Équateur à cause du gisement. Et les compagnies, les entreprises savent que nous avons un grand potentiel et c'est pour cela que nous avons plusieurs projets miniers à grande échelle qui vont commencer au court et moyen terme. Donc, nous allons commencer avec la construction, la production et toutes les étapes suivantes. Pour l'Équateur, il est important de pouvoir utiliser des outils clairs qui nous permettent de fournir les stabilités aux investisseurs. Nous savons que la minerie est un investissement à long terme et donc les investisseurs ont besoin des outils clairs pour investir ici à l'Équateur. D'après notre loi minière, les projets à grande échelle sont obligés de signer un contrat d'exploitation minière. Ce contrat n'existe pas dans d'autres pays, mais à l'Équateur, dû à la faiblesse de notre cadre normatif, nous avons besoin d'un document qui puisse énoncer
toutes les spécifications du contrat pour ce projet. En ce moment, nous avons 2 contrats d'exploitation minière, celui à Mirador, signé en 2012, et la mine Fruta del Norte, signé en 2016. Donc, ces 2 contrats d'exploitation minière, et plus spécifiquement exploitation aurifère, ont des clauses différentes. Et donc, en 2023, nous avons l'expérience d'administration et gestion de ces contrats et nous avons vu qu'il y a des clauses du contrat qui ne facilitent pas ni la gestion ni le contrôle de la mine et de tout ce qui a à voir avec la mine, le contrôle fiscal, technique, environnemental. Et donc, nous nous sommes rendus compte que ceci peut causer des nuisances pour l'État. Je ne veux pas dire qu'il existe des préjudices en ce moment, mais nous avons des niveaux de contrat très faibles. Donc, c'est quelque chose qui nous préoccupe et que nous devons améliorer. Nous avons pu aussi identifier le besoin d'ajouter dans ces contrats d'exploitation minière, donc ajouter des meilleures pratiques internationales. Donc, voir ce qui se fait au niveau international pour faire une gestion et un contrôle des mines beaucoup plus facile. Ceci est dans le cadre juridique, technique, économique, fiscal, socio-environnemental, dans tous les domaines. Nous avons aussi incorporé les standards internationaux que les modèles d'avant n'avaient pas contemplés. En ce moment, nous travaillons sur la conception d'un modèle de contrat d'exploitation minière et nous travaillons aussi main dans la main avec les domaines techniques multidisciplinaires du ministère du service d'administration fiscale. Donc, nous essayons vraiment d'impliquer tous les domaines du gouvernement qui peuvent être assujettis à ce contrat d'exploitation minière. Et voilà donc un des sujets sur lesquels nous travaillons avec vous. Je peux mentionner aussi une formation sur la mobilisation financière qui a eu un impact direct sur les contrats, une autre formation sur les prix de transfert reliés à la minerie, au secteur minier. Nous travaillons aussi sur la révision des normes nationales dans le cadre BEPS. Donc, tous les programmes avec lesquels nous travaillons avec vous. Donc, voilà un peu l'histoire et l'expérience de notre travail quant au modèle de contrat d'exploitation minier. Et il ne reste plus que vous remercier pour tout votre soutien, votre disposition et surtout la très grande patience que vous avez avec nous. Merci beaucoup. Merci Emmanuel. Je sais qu'il est très tôt à Quito, donc merci de vous avoir réveillé et de nous partager l'expérience de l'Équateur où nous voyons des développements assez intéressants et nous avons commencé notre programme de données, donc on va continuer avec la collaboration l'Équateur avec le ministère des Mines et d'autres ministères. Donc merci pour cette présentation et nous allons passer à un autre pays qui va aussi présenter son expérience. Nous avons un représentant de la République de Guinée, M. Yacouba, qui travaille aussi dans le ministère des Mines et qui va nous parler des développements avec lesquels ils ont travaillé en partenariat avec l'OCDE et l'IGF. Monsieur Yacouba, vous avez la parole. Bonjour, merci beaucoup pour m'avoir donné la parole. Je suis très content de partager ce moment avec vous. Je fais un coucou à Alexandra que je reconnais sur la vidéo. Thomas et Samia sont en Guinée. Vous n'êtes pas là. J'espère que la prochaine fois, vous serez là en Guinée. Donc, bonjour encore tout le monde. Je vais vous partager notre expérience
sur la mise en place du prix de référence de la bauxite en Guinée. D'abord, je rappelle que on est allé d'un constat. Donc, le constat là était basé sur une analyse qu'on a effectuée sur les exonérations fiscales et la sous-évaluation du prix de la bauxite. Donc, cette analyse a révélé un certain nombre de situations et nous avons dressé essentiellement 3 recommandations. La première recommandation, en raison de la sous-évaluation potentielle du prix de vente de la bauxite, nous avons demandé à ce que désormais que le prix de vente de la bauxite au niveau des sociétés minières soit aligné au prix du marché. Donc, c'était notre première recommandation dans notre analyse. Deuxièmement, puisqu'il y avait des pertes aussi qui étaient associées aux exonérations fiscales, accordées aux sociétés, il fallait faire en sorte que ces exonérations désormais soient accordées sur la base du niveau d'investissement. C'est-à-dire, si l'investissement dans un projet minier est d'un certain montant important et qu'il faille la nécessité d'amortir rapidement le projet, donc en fonction de l'envergure du montant investi, qu'on peut s'accorder sur un certain nombre d'exonérations. Mais il fallait catégoriser cet aspect aussi. Et troisièmement, c'était de faire un audit fiscal dans le secteur minier. Donc, sur la première recommandation en ce qui concerne le prix de vente de la bauxite, donc, étant donné la perte énorme qui était associée à cette sous-évaluation, donc à la suite d'un conseil des ministres, le chef de l'État lui-même a donné des instructions aux différents ministères concernés pour élaborer rapidement une méthodologie pour le prix de référence de la bauxite en Guinée et aussi d'élaborer aussi un arrêté conjoint. Donc, très rapidement, un comité technique a été mis en place pour travailler dans ce sens. Et ce comité technique a utilisé l'assistance technique que nous bénéficions actuellement avec l'OCDE et l'IGF. Donc, nous avons remonté la situation à nos partenaires, IGF et OCDE. Et donc, nous avons travaillé de manière très diligente sur la méthodologie et aussi un projet d'arrêté à circuler avec les différents ministères. Donc, finalement, on est parvenu à une version vraiment consensuelle au niveau des différents ministères et les sociétés minières ont été conviées à la présentation de l'arrêté sur le prix de référence. Donc, après discussion, la signature a eu lieu le 6 juillet 2022 et dès le 1er septembre 2022, l'arrêté est entré en vigueur. Mais il faut rappeler que le succès de cette mesure est parti de 2 niveaux. Premièrement, la volonté politique qui était derrière, parce que le chef de l'État lui-même était personnellement engagé et il tenait à ce que les résultats soient trouvés rapidement sur ça. Et deuxièmement, l'expertise de l'IGF et de l'OCDE ont été aussi d'un grand appui dans ce sens, parce qu'on a quand même pu avoir une version vraiment consolidée et qui tenait la route pour amener les sociétés à s'aligner derrière l'arrêté qu'on a mis en place sur le prix de référence. Donc, le défi que nous avons actuellement, parce que l'arrêté est en vigueur depuis le 1er septembre 2022, maintenant, le cadre est défini. Il faut maintenant aller vers la mise en œuvre. Donc, les services techniques qui sont concernés, donc toujours dans le cadre de notre assistance avec l'IGF, on travaille de manière à ce que ces services techniques, les capacités soient renforcées pour la mise en œuvre. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Maintenant, on a élaboré aussi un projet d'arrêté pour la mise en place d'un comité interministériel qui va se charger uniquement de la mise en œuvre du prix de référence. Et là aussi, il y a eu des échanges avec les experts de l'IGF pour s'assurer que le cadre là aussi, les objectifs sont bien définis et clairement atteignables. Donc, nous sommes quasiment à ce niveau et je
profite d'ailleurs de l'occasion pour rappeler qu'une mission conjointe de l'OCDE et IGF séjourne actuellement en Guinée. Cette fois-ci, pour vraiment, en ce qui concerne le prix de référence, s'assurer que les capacités des services techniques sont vraiment renforcées pour comprendre la mise en œuvre. Donc, c'est ce que nous faisons actuellement en Guinée. Il y a d'autres sessions parallèles aussi, mais en ce qui concerne vraiment le ministère des Mines, c'est comment amener les services techniques à comprendre de manière pratique la mise en œuvre du prix de référence. Donc, nous sommes à ce niveau. C'est un grand défi pour nous. C'est une mesure importante qui va considérablement améliorer le niveau de mobilisation des recettes minières et ça s'aligne bien au BEPS, le transfert indirect de bénéfices dans le secteur minier. Donc, essentiellement, nous sommes à ce niveau. Et pour terminer, je réitère encore mes remerciements à l'endroit de l'IGF et de l'OCDE parce que c'est avec ce soutien technique vraiment important que nous parvenons aujourd'hui à pouvoir mettre en œuvre cette mesure importante dans le secteur minier. Je vous remercie. Great. Thank you, Yakuba, for that one. Merci beaucoup, Monsieur Yakuba, pour cette excellente présentation et pour nous remercier. Donc, merci, c'est vraiment un travail très important. Donc, félicitations aussi à vous et à votre équipe pour pouvoir mettre en place ou commencer à mettre en place ce projet. Donc, nous avons entendu les deux présentations des deux expériences des différents pays qui montrent comment nous fournissons l'assistance technique. Comme vous le voyez, nous faisons une évaluation individuelle par pays. Donc, c'est des programmes faits sur mesure pour les pays pour combler leurs besoins et lacunes. Ça sera tout de ma part. Je vais donner la parole maintenant à ma collègue Alexandra qui va parler aussi du travail de l'IGF. Merci beaucoup, Andrew, et merci à Manuel et à Yakuba pour avoir partagé leur expérience avec nous. De la part de l'IGF et l'OCDE, nous sommes très remerciants de pouvoir travailler avec des partenaires fantastiques tels comme on l'a vu à l'Équateur et à la Guinée. C'est vraiment une très bonne initiative pour celle de Guinée a été très intéressante pour travailler avec les prix de la bauxite et avec l'Équateur sur les contrats d'exploitation minière. Donc, très bons exemples, des exemples et modèles qui peut-être peuvent se répliquer dans d'autres pays. Donc, en général, nous sommes très contents de faire ce travail avec ces partenaires. Donc, Andrew m'a invité à parler de ces diapositives et je crois qu'il a fait un excellent travail pour santer les bases du travail que nous faisons avec l'OCDE et d'autres partenaires régionaux. Donc, ma présentation va parler surtout de la théorie du changement et comment nous travaillons avec nos partenaires, comme Andrew l'a mentionné, en tant que IGF, nous essayons toujours d'avoir un espace pour fournir des services de conseil. Donc, nous avons les programmes Deep Dive, donc de plongée profonde dans plusieurs secteurs. Et donc, nous avons le travail consultatif. Si un pays nous contacte, par exemple un pays en Amérique latine, veut avoir l'expérience que nous avons avec le risque du lithium et les prix du lithium au marché. Donc, nous fournissons aussi un peu de travail consultatif en plus des programmes de plongée profonde. Et comme l'a dit Andrew, nous essayons de soutenir nos partenaires en matière de politique fiscale minière, fiscalité internationale, conformité fiscale et d'expertise sectorielle. Donc, pour vous donner un exemple de comment ce programme est géré, on peut utiliser l'histoire de Yakuba qui vient de partager
expérience de la Guinée. Ils avaient besoin de renforcement de capacité et un échange d'expérience et apprentissage sur la bauxite et le prix du bauxite. Donc, l'OCDE et le IGF ont pu fournir ces informations au gouvernement de Guinée, vu qu'ils ont déjà le secteur de bauxite prêt. Donc, nous avons pu voir d'une façon plus approfondie des outils juridiques et techniques qui puissent consolider ce travail pour qu'ils puissent faire des avancées quant à la gestion de la bauxite. Ça va être plus facile pour les investisseurs aussi, facile pour gérer, pour les autorités fiscales et donc plus facile en général. Donc, ceci va risquer aussi des prix faibles. Donc, voilà un très bon exemple des activités de renforcement de capacité pour augmenter les connaissances de ce secteur et surtout aménager des efforts pour ce secteur et garantir un prélevé des recettes beaucoup plus fort et avec d'autres partenaires et des autorités fiscales au Guinée, incluant le secteur bauxite. Donc, voilà une opportunité pour mettre en œuvre ces outils que l'équipe a développés. Alors, voilà un exemple sur notre moyen de traiter ce sujet. Par ailleurs, nous avons le partenariat avec l'OCDE et ce que nous essayons de faire, c'est de soutenir le développement des compétences. Nous favorisons l'échange des connaissances dans le secteur minier et ne pas nous concentrer exclusivement dans la fiscalité de l'activité minière, mais également dans la création d'emplois et le développement social et d'autres sujets en lien avec l'activité minière. Nous voulons promouvoir la connaissance sur la fiscalité de l'activité minière à l'échelle internationale et de développer un modèle en ligne avec la réalité. Voilà une carte qui illustre la présence de l'IGF et l'assistance technique fournie. Nous avons beaucoup de membres, donc la majorité sont des pays développés. Alors, nous traitons des sujets en lien avec l'activité minière, y compris sa fiscalité. Mais nous avons également eu l'opportunité de travailler dans d'autres pays avec d'autres réalités et avec des activités extractives intensives. Nous avons effectué des analyses situationnelles de la main des autorités locales pour mieux comprendre le travail qui devra être fait dans les années à venir. Nous avons également organisé des sections de plongée profonde dans plusieurs pays de la main de l'OCDE. Nous avons mené un programme ou un deep dive avec la Colombie. Et il y a le potentiel d'organiser d'autres deep dives dans le futur dans d'autres pays africains. Il y a pas mal de pays qui pourraient se bénéficier de ces formations. Et par exemple, nous avons la Bolivie ainsi que d'autres pays. Et ce qu'il nous faut, c'est identifier les pays où l'activité minière a un impact ou un impact significatif dans l'économie. Et nous cherchons également des pays qui pensent que l'activité minière pourrait apporter des recettes supplémentaires. Donc, si c'est votre cas, veuillez bien nous contacter pour évaluer les opportunités de collaboration. Tel qu'Andrew l'a mentionné, nous menons également des sessions de formation techniques spécifiques
Cela fait entre 3 et 4 ans et que nous avons organisé des sessions et des formations et techniques sur la fiscalité de l'activité minière et des sujets spécifiques à chaque région. Nous avons également traité les sujets du développement législatif. Et en fonction de nos ressources, nous pouvons aborder des enjeux spécifiques dans un certain pays. Par exemple, s'il y a un pays assez riche dans une certaine ressource, mais qui ne possède pas un cadre normatif solide, nous pouvons évaluer la possibilité d'une assistance technique dédiée. En gros, là où il y a une opportunité d'impact, c'est là que nous travaillons. Je vais passer à ma dernière diapositive et j'espère pouvoir répondre à vos questions. Alors, la dernière diapositive illustre notre travail avec d'autres organisations telles que la TAF. Nous sommes au courant que la TAF travaille sur la fiscalité et voilà pourquoi nous avons eu l'idée de développer 10 politiques possibles pour transformer les bénéfices fiscaux pour les pays riches en ressources. Nous voulons que les pays riches en ressources bénéficient au niveau fiscal de ces ressources. Et nous essayons également de leur aider à développer la conscience sur l'importance qui prendra l'activité minière dans le futur pour qu'ils puissent évaluer ce qui marche et ce qui ne marche pas dans leurs moyens de gérer l'activité minière. Alors, nous avons 10 idées de politiques transformationnelles pour les pays riches en ressources et qui pourraient leur aider à se bénéficier au niveau financier de leurs minéraux. Je vais partager avec vous les liens vers le site des 10 idées sur la politique publique. Nous allons lancer 10 idées supplémentaires vers mai-juin. Nous avons travaillé avec la TAF, ils nous ont fourni d'autres données pour suggérer d'autres idées de politique possibles. Donc, nous espérons que vous nous rejoindrez et j'espère avoir ou vous voir dans une de nos sessions ou de nos formations. Et je passe la parole à Andrew. Merci beaucoup pour cet aperçu allé sur la relation entre l'OCDE et l'IGF. Alors, voilà une collaboration qui aborde plusieurs sujets et je vous invite à consulter nos publications à ce sujet. Il ne nous reste que 10 minutes, alors si vous avez des questions, veuillez bien nous les envoyer. Je m'arrête là pour savoir si vous avez des questions sur les programmes PEPS ou d'autres sujets. Andrew, le participant, n'a pas ouvert son micro, mais même s'il a levé la main. OK. Mais nous avons José Galindo, il a levé la main.
José, est-ce que vous avez une question? J'ai une question. Ce que j'ai compris ou à partir de l'intervention d'Alexandra, c'est que vous êtes en capacité de fournir une assistance technique, l'OCDE et l'IGF. Est-ce que vous avez le moyen de fournir une assistance technique au niveau de la numérisation de l'activité minière? Merci. Si j'ai bien compris, la question était en lien avec le pilier numéro 2. Je vais mettre un document sur les chats qui concerne le travail que nous avons effectué de la main de l'IGF. Alors, nous travaillons surtout dans le domaine des incitations fiscales. Les incitations fiscales ont été offertes par les pays développement et ils sont en train de mettre en place les piliers 2 ainsi que de faire valoir d'autres droits d'imposition. Alors, il y a des pays en train de prendre connaissance du pilier 2 ainsi que d'autres guides. Donc, il faut, dans ces cas, évaluer si le système est fondé sur les revenus ou si c'est un système fiscal fondé sur les incitations. Donc, de cette façon, il faut évaluer l'impact du pilier numéro 2. Donc, je vous invite à consulter les documents et à vous familiariser avec les normes et à consulter d'autres documents spécialisés. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup, Andrew et José. J'imagine qu'il y a pas mal de membres dans l'audience qui sont familiarisés avec le pilier numéro 2. Vous savez peut-être que dans le secteur minier, il y a pas mal de incitations fiscales. Et il est très commun de voir une offre assez vaste d'incitation fiscale dans les accords d'exploitation. Mais ceci ne pourrait être les meilleurs moyens ou la meilleure voie à suivre. Et je pense qu'avec le taux minimum mondial, ce type de mesure sera mis en question. Et donc, les pays riches en ressources ont l'opportunité de prendre un moment pour réfléchir sur la pertinence des politiques en vigueur et de relever les défis. C'est parfois les défis qui posent problème aux pays riches en ressources pour qu'ils arrivent à changer leur politique. Merci beaucoup. En effet, nous avons déjà traité ce sujet dans la première séance de la salle numéro 1 hier. En gros, nous avons parlé du besoin pour les pays en développement de comprendre leurs règles globales et nous travaillons dans le développement des compétences dans ce sujet. Je dirais que pour le secteur minier, les enjeux vont au-delà du globe, mais
il y a moyen de fournir une assistance technique aux pays en développement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une autre question sur les chats. Si vous voulez, je peux y répondre. Oui, en effet, c'est une très bonne question. Donc, pour revenir sur la dernière question dans les chats, il faudrait tout d'abord savoir s'il s'agit d'un pays développé et s'il s'agit d'un pays riche en ressources. S'il s'agit d'un pays qui n'est pas riche en ressources, il faut réviser la politique en place ainsi que les revenus proportionnels de l'activité minière. Si les pays montrent un vrai intérêt pour les deep dives ainsi qu'une volonté d'échanger au niveau de l'administration fiscale et d'autres autorités, et nous pouvons fournir une assistance technique. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur l'IGF? Non, je ne pense qu'il y a rien à ajouter concernant la question sur des pays où nous n'avons pas réussi à fournir une assistance technique. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a toujours les moyens de travailler avec tous les pays. Comme vous savez, l'activité minière ainsi que d'autres activités extractives sont très sensibles à la politique dans les pays développés ainsi que dans les pays en développement. Et donc, pour travailler de manière effective avec les sociétés minières, il faut avoir une incidence de très haut niveau dans les gouvernements. Donc, voilà pourquoi j'ai dit que c'est un sujet assez sensible à la politique. Merci beaucoup, Ale. Je pense que nous sommes au bout de notre temps. Peut-être nous pouvons répondre toujours à une question. Allez-y, Tano. Bonjour, monsieur, madame. Je m'appelle Tano Passi de la Côte d'Ivoire. Et ma question, c'est comment est-ce que nous pouvons rendre l'activité minière attractive? Je viens de la Côte d'Ivoire et depuis 2014, nous avons adopté un nouveau code sur l'activité minière. Mais je pense que depuis 5 ou 6 ans, le gouvernement a dû supprimer certains articles concernant la fiscalité de l'activité minière au profit des sociétés privées qui cherchent à augmenter leur chiffre d'affaires. Alors, j'estime que ceci, c'est un échec au niveau du code adopté en 2014. Alors,
comment est-ce que nous pouvons offrir des bénéfices attractifs et de nous assurer à la fois que notre gouvernement arrive à protéger les lois. J'avais toujours une question. Je m'excuse de vous couper et nous sommes à bout de notre temps. Alors, si vous voulez bien, nous pouvons nous mettre en contact directement avec vous parce que nous devons passer à la prochaine séance. Je pense que votre cas a besoin d'une réponse sur mesure pour que nous puissions bien comprendre la situation de la Côte d'Ivoire. Je m'excuse de ne pas répondre à vos questions maintenant, mais nous pouvons vous répondre directement. Merci beaucoup à tout le monde pour votre temps. J'espère que vous avez trouvé cette session illustrative. Je voudrais remercier à nos donateurs parce que leur soutien est indispensable pour l'organisation d'un événement comme celui-ci. Merci beaucoup, Ale, Esteban, Anne Yakuba. Merci beaucoup à tout le monde et passez une bonne journée.